Bonjour tout le monde. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'infrastructure moderne. Tout d'abord, qui je suis, donc je m'appelle Alexis Chotard, vous pouvez m'appeler Orgix. Je travaille chez Xebia sur plein de sujets divers et variés, notamment tout ce qui va toucher aux thématiques DevOps. Mon quotidien, c'est à peu près 30% de développement, 40% d'Ops, et les 30% restants, c'est de l'évangélisation, du coaching, de la formation, etc. Et moi, mon délire, c'est de tout automatiser. Voilà. Je suis un bon ops un peu flemmard, j'aime bien tout automatiser. Et je veux faire les choses proprement. C'est-à-dire tout automatiser, mais pas avec du scotch, avec des choses qui sont pérennes, qui sont fiables. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire qui se passe dans une infrastructure fort lointaine. On va poser un petit peu le décor. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Pizza Corp. Pizza Corp, qui est une société qui fait, avec grande surprise, des pizzas. On est à peu près dans les années, on va dire 2010, donc il y a déjà Internet, tout le monde a un PC, on commence à avoir les smartphones, etc. Pizza Corp a une quinzaine de pizzerias et certaines choses à faire côté IT. En l'occurrence, ils ont juste deux pauvres services, un serveur de mail et un catalogue de pizzas en ligne, quelque chose de très simple. Et Pizza Corp, pour gérer tout ça, ils ont quelqu'un qui s'appelle Maxime. Maxime, le sysadmin, il sort tout juste de l'école, il a fait une spécialisation sur tout ce qui est système, réseau, sécurité, etc. Et c'est lui qui est en charge de maintenir ses services chez Pizza Corp. Donc, à la base, Pizza Corp, ils n'avaient qu'un serveur. On va passer rapidement sur la phase que vous connaissez tous. Pour des problèmes de résilience, ils ont commencé à en rajouter un deuxième, à mettre en place du failover. Ensuite, ils ont eu des problèmes de scalabilité. Du coup, ils en ont rajouté plus. Ils ont rajouté des load balancers devant, qui eux-mêmes étaient en haute dispo avec une VIP. Et ensuite, fatalement, ils ont eu des petits problèmes d'isolation. Des développeurs qui ont commencé à venir voir en disant hey, « j'aimerais bien avoir des environnements de test ». Puis après des environnements de pré-prod, etc. J'aimerais bien avoir des POC sans pour autant avoir soit à les mettre sur les mêmes serveurs que la prod, soit avoir acheté un serveur qui coûte un bras juste pour ce POC. Du coup, Maxime, il leur a mis en place de la virtualisation. Et histoire d'isoler un petit peu tout ça, de mutualiser un petit peu les machines physiques qu'ils avaient. Et c'est à ce moment-là que nous, on va prendre l'histoire de Pizza Corp et de Maxime. C'est parti. Donc à la base, Maxime, il a mis en place de la virtualisation. Il a de plus en plus de VM, c'est génial, ça marche bien. Par contre, il a de plus en plus de VM. Il a de plus en plus de VM, donc de plus en plus de choses à configurer. Quand il veut modifier quelque chose, il doit aller le faire sur chacune des VM. C'est relativement pénible. Déjà parce qu'il fait plusieurs fois la même chose, il n'y a pas grande valeur ajoutée à ça. Et ensuite parce que souvent, ça lui arrive de faire des erreurs, parce que c'est vrai qu'au bout de la 10e fois où il fait la même chose, il en a un peu marre, il ne prête pas forcément autant attention à ça. Plus il a de VM, plus il a d'actions manuelles à faire. Donc la solution, il se dit, pourquoi est-ce que j'automatiserais pas tout ça? Je pourrais, plutôt que d'aller faire ça, moi, manuellement, sur mes serveurs, Maxime se dit, je pourrais automatiser tout ça. Et je pourrais le faire, par exemple, avec des petits scripts shell. Donc il réfléchit à son idée, il commence à tester des petits scripts qui prennent une configuration de base, un petit template, et puis qui vont le SCP sur un serveur, puis aller redémarrer les services à distance, etc. Et un soir, il boit un verre avec un de ses homologues sysadmin un peu plus chevronné, un homologue qui lui dit ouais, alors les shell scripts, moi ça fait 20 ans que j'en fais, j'en reviens un petit peu quand même, niveau maintenabilité c'est pas top, niveau fiabilité non plus. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui essaie de comprendre tout ça, c'est laborieux. Je te conseille, dans la mesure du possible, d'éviter, et son homologue lui conseille au passage de faire des recherches un petit peu là-dessus, parce qu'il y a des choses qui se font. Donc Maxime, il se dit, bon ok, je vais oublier les scripts shell. Il fait ses recherches et il tombe rapidement sur la notion de gestion de configuration. C'est-à-dire des outils qui vont faire exactement ce que lui, en fait, envisionnait de faire avec ses scripts. Des outils, donc plein, très divers et variés. Il va en choisir un parmi ceux-là, disons Puppet, allez, au hasard. Il va, du coup, se diriger vers Puppet. Il va avoir des agents sur chacune de ses VM et un endroit centralisé où il va déclarer ses configurations. Et Puppet va ensuite aller les appliquer sur toutes les machines.
Il est content. En plus, ça lui permet d'avoir un endroit un petit peu centralisé pour tout ça, ça lui permet d'historiser, etc. Ça lui plaît bien. Donc, tout ce qui est gestion de configuration, l'idée, c'est vraiment d'automatiser le setup de machines existantes. Vous avez déjà des serveurs, que ce soit des serveurs physiques ou des VM, et l'idée, c'est d'automatiser tout ce qui va faire, qui seront utilisables, qui fourniront le service pour lequel ils sont là à la base. Que ce soit installer des packages, redémarrer des services s'il y a besoin, aller mettre des configurations, créer des users, peu importe. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de déclaratif, de déclarer un état voulu textuellement, de dire je veux que ce package soit installé. Et ensuite avoir de l'outillage qui va comprendre cette description et aller faire tendre les machines cibles vers cet état demandé. Les avantages, déjà c'est répétable. Quand il a un nouveau serveur, il a pu aller le configurer à la main. Il installe son agent, il fait un run, paf, il est configuré. C'est cool. C'est automatisé, hein, donc il n'a plus trop le risque de se planter là-dessus. Un nouveau serveur, il sera configuré comme les autres, pas d'une manière différente selon son humeur du jour. Et enfin, ça lui donne la possibilité d'avoir quelque chose d'historisé, puisqu'il va faire les runs depuis un endroit. En plus, vu que c'est des descriptions textuelles, il va commencer à les versionner, à les stocker dans Git, etc. Et ça marche plutôt bien, tout ça, il est content. Par contre, il a toujours des choses à gérer. Donc il a sa gestion de configuration, il a toutes ses VM, mais il doit toujours s'occuper du hardware. Il doit toujours s'occuper d'aller commander ses serveurs, les racker, les brancher, remplacer les disques qui tombent. Et pareil pour son hyperviseur. Il doit s'occuper d'aller le grider, d'aller le configurer. Et au final, il n'a pas vraiment de valeur ajoutée là-dessus. Il se dit, Maxime, il se dit, je fais ça, mais quelle expertise j'ai vraiment là-dessus? Au final, commander les serveurs, globalement, il prend son petit catalogue Dell et il cherche son meilleur rapport qualité-prix. La partie hyperviseur, il suit la doc, et même si il connaît un petit peu le sujet, il est loin d'être expert là-dessus. Donc il se dit, est-ce que je ne pourrais pas déléguer ça? Est-ce que c'est vraiment à moi de m'occuper de ça maintenant? Il réfléchit un petit peu. Et il se dit, au final, il y a de plus en plus de choses qui deviennent des commodités. Il pense à tout ce qui est électricité. Et après tout, il n'est pas en train de faire tourner un truc qui lui génère de l'électricité dans la cave de Pizza Corp. Son électricité, il la prend chez EDF, et puis il la paye, et puis il l'a, et puis voilà quoi. Il se dit, ça serait quand même cool si je pouvais faire pareil pour le reste. Si je pouvais, pour tout ce qui sera CPU, RAM, tout ce qui est puissance de calcul, réseau, stockage, etc., vu que moi, j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus, si je pouvais simplement le déléguer à quelqu'un, ça pourrait être pas mal. Il se renseigne un peu, et puis il se rend compte qu'il y a des services, plein de choses qui lui fournissent ça. Alors, il tombe sur les choses un petit peu plus classiques, il trouve OVH, il trouve online, des choses qui marchent bien, mais qui en plus souvent lui facturent les choses au mois. Enfin, il est quand même un petit peu dans quelque chose d'un peu statique. Lui, il ressent vraiment l'engouement qu'il y a un petit peu pour des nouveaux fournisseurs un peu plus modernes. Et notamment, il entend parler d'AWS. Il entend parler d'un super service qui s'appelle EC2, sur lequel il va pouvoir aller louer des ressources. Il va vraiment avoir de l'infrastructure as a service, c'est-à-dire qu'il va déléguer ça à quelqu'un d'autre qui vont lui fournir tout ça, des VM vraiment à la demande. Donc dans un premier temps, Maxime, qu'est-ce qu'il fait? Il avait ses machines on-prem chez Pizza Corp, sur ses serveurs physiques. Il va se contenter d'aller louer des VM chez Amazon et rien changer à sa manière de faire. Il va prendre ses VM, les mettre sur EC2 chez Amazon, il garde son Puppet, ses agents Puppet, il garde ses HA proxy en load balancer devant, sur de l'EC2. Voilà, ça marche plutôt bien. Il est facturé à l'heure là-dessus, plutôt qu'au mois ou plutôt que d'acheter des serveurs. Et il est plutôt content, parce que il a pu à s'occuper de toute la partie hardware et hyperviseur. C'est plutôt sympa. Au final, ce qu'il loue, c'est vraiment la capacité de faire tourner les VM. Tout ce qui se soucie, lui, c'est ses VM à lui. Donc toute la partie infrastructure as a service, Maxime, qu'est-ce qu'il en retire? Il se dit, c'est quand même cool de pouvoir louer au final toute la puissance de calcul dont j'ai besoin, et de ne plus s'occuper au final des choses sur lesquelles Maxime trouve qu'il a peu de valeur ajoutée. La partie hardware, la partie hyperviseur, etc. Au passage, sur la facture, il gagne un truc un peu plus flexible. Voilà, il peut commencer à prévoir un petit peu plus et à s'adapter.
puisque d'ailleurs, point bonus, en termes de scalabilité, il est beaucoup moins limité. Avant, quand il voulait rajouter de la puissance, il devait commander ses serveurs, il était limité par la vitesse qu'il mettait à arriver, la vitesse qu'il allait mettre à les setup, par la place qu'il avait dans la salle où il les hébergeait, par plein de choses. Là, c'est quelqu'un d'autre dont c'est le métier qui le gère. Lui, il y a peu de chances qu'avec sa petite entreprise Pizza Corp et son petit site de catalogue de pizza, qu'il arrive aux limites de machines disponibles chez Amazon. Il y gagne aussi en rapidité, parce que avoir une VM, c'est clic, il l'a, il est content. Et au passage, il a certaines garanties là-dessus. Ça lui plaît plutôt bien. Donc il a son infrastructure chez Amazon, avec toujours sa gestion de configuration dessus qui lui permet d'automatiser le setup de ses machines. Et Maxime, pour créer ses machines, il passe donc par l'interface, par la console d'Amazon. Sauf que Maxime, il est sur Internet Explorer. C'est une politique Pizza Corp, pas de bol, et il en a juste marre, quoi. Genre Internet Explorer, la console d'Amazon, en plus, qui, d'un point de vue user experience, il trouve est absolument désastreuse. Il en a marre. Il se dit, moi j'en ai marre de faire toujours les mêmes actions pour créer mes VM. En plus, c'est répétitif. Donc, action manuelle et répétitive, ça fait-il dans sa tête, Maxime? Il se dit, au final, c'est un peu le même problème que celui que j'ai traité sur la partie configuration des serveurs existants. Au final, je pourrais encore une fois essayer d'automatiser tout ça. Ni une ni deux, il se lance là-dedans. Il se dit, comment est-ce que je pourrais automatiser tout ça? Coup de chance, les fournisseurs d'infrastructures as a service fournissent non pas seulement une console, mais des API. Des API qu'il va pouvoir aller contacter automatiquement. Donc, réflexe habituel, il se dit, je vais prendre un petit script shell, puis je vais aller faire des curls sur l'API pour créer mes machines. Mais comme pour la partie gestion de configuration, Maxime, il se dit, j'ai évité la dernière fois, je m'étais lancé là-dedans, c'est pas génial, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui le feraient à ma place? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui iraient faire ces calls aux API d'Amazon pour moi? Donc, il abandonne son idée, et au fur et à mesure de ses recherches, il commence à tomber sur une notion d'infrastructure as code et des outils qui le font pour lui. Des outils qui vont s'occuper d'aller parler aux API d'Amazon. Mais qui vont parler à Amazon pour faire quoi? Qui vont, un petit peu comme ce qu'il faisait pour la partie gestion de configuration, ça lui rappelle ça, il aime bien, c'est familier. Plutôt que d'écrire des états de machine, des services, des packages installés, des choses configurées, il va décrire des VM, il va décrire des liens réseau, il va décrire plein de choses textuellement, et il va avoir un outil qui va comprendre cette description et aller faire les calls d'API nécessaires chez son fournisseur. Il teste, il finit par s'orienter sur Terraform, voilà, en plus il aime bien le côté open source, ça lui plaît bien. Et au final, il trouve que ça se déclare bien, ça se fait rapidement. Il a un petit endroit où il a son nombre d'instances, un petit instance de 0.4, et quand il va en rajouter une, il fait quoi? Il le passe à 5, et il est content, ça va lui créer une autre VM. C'est cool, il n'a plus à se taper la console d'Amazon. Il quitte pas son terminal, il quitte pas son shell, il est content, il augmente de 1, suite à ça, il va aller installer son agent dessus, le runner, etc. Et en plus, cette description textuelle, comme pour la partie gestion de configuration, il peut la stocker dans Git, la versionner. Donc au final, pour avoir une nouvelle instance, Maxime, il se fait toujours 3 étapes quand même. Premièrement, il applique son infrastructure as code, qui va potentiellement lui créer des nouvelles machines. Deuxièmement, il se connecte sur cette machine, il se fait SSH dessus, il installe son agent de gestion de configuration, et il applique son gestionnaire de configuration. En gros, il configure la machine pour qu'elle soit disponible et qu'elle fournisse le service nécessaire. Qu'est-ce que Maxime retient sur l'infra as code? Au final, il dit c'est plutôt chouette, c'est comme ce que je faisais côté gestion de configuration. Par contre, c'est pour l'infrastructure en dessous. C'est pour automatiser le setup des VM, du réseau, du stockage qu'il y a en dessous. Même concept, il décrit les choses textuellement et du coup, il a globalement les mêmes bénéfices. Ça sera répétable, c'est automatique. Pareil, il a de l'history sur son infrastructure. Il est super content. Ça marche bien.
Tout ça, ça marche super bien même. Tellement bien que, au final, il se dit, je suis plutôt peinard, moi, au final, j'ai automatisé les choses sur lesquelles j'avais peu de valeur ajoutée ou alors qui étaient répétitives, des actions manuelles, des actions un peu pénibles. Et ça lui va bien comme ça. Et un soir, il est tranquillement chez lui, en train de boire une bière, quand d'un coup, il y a Julie qui l'appelle. Julie, c'est la CEO de Pizza Corp, qui l'appelle et qui lui dit « Ouais, Maxime, on a un petit problème là, on a des clients qui peuvent pas commander des pizzas sur notre site, parce qu'entre-temps, Pizza Corp a rajouté de la livraison de pizza pour matcher la concurrence. » Et il lui dit « Ouais, il y a plein de clients qui se plaignent, et en fait, c'est un peu problématique, parce qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde de foot. Du coup, il y a plein de gens qui veulent se faire livrer des pizzas devant leur télé. » Maxime, lui, ça lui est passé complètement à côté. Le foot, c'est pas son truc, il a complètement zappé ça. Mais il se dit, c'est pas grave. Ni une ni deux, je vais pouvoir rajouter des instances. Je vais en rajouter, et plutôt que de l'augmenter juste d'un, je vais passer à aller de 5 instances, je vais en rajouter 5 autres, je vais faire x2 sur ma capacité de calcul, je vais passer à 10 instances. Il est content, ça marche bien, ces 5 instances se créent plutôt rapidement. Il installe son agent de gestion de configuration dessus, il applique sa gestion de configuration, et là, c'est le drame. Sa configuration d'instance, elle télécharge les trucs depuis GitHub. Et à ce moment-là, pas de bol, GitHub est down. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, ces instances ne peuvent pas se configurer. Donc, il est content, il a ses instances, par contre, elles ne servent à rien. Elles ne sont pas configurées, il les a là, elles ont bien leur CPU, leur mémoire et tout, mais il ne peut rien en faire. Donc, il réfléchit un peu. Il réfléchit et il se dit, j'ai déjà au final certaines machines. Moi, j'ai déjà 5 instances qui sont fonctionnelles là. Est-ce que je pourrais pas simplement les dupliquer? Donc il va sur sa console et il fait ça. Il prend ces instances, il les duplique, il arrive à une dizaine d'instances à partir d'une des instances qui existait déjà et qui était déjà configurée et déjà fonctionnelle. Il duplique tout ça. Et ça marche plutôt bien. Les utilisateurs peuvent recommander leur pizza. Le lendemain, en plus, ils sont contents. Ils annoncent qu'ils en ont vendu plein la veille. C'est chouette. Par contre, le lendemain, il se dit aussi comment est-ce que je pourrais éviter ça, quoi. Parce que moi, la console, je m'étais juré que je n'y retournais plus jamais. Et outre ça, je ne vais pas m'amuser à suivre tous les événements qui font que les gens commandent des pizzas pour à chaque fois être prêt derrière mon truc à rajouter des instances. Il n'aime pas trop l'idée de dépendre d'un tiers, de dépendre de GitHub pour faire ses déploiements, pour aller scale up. Il dépend d'Amazon, mais ça, il l'a accepté, c'est son fournisseur. Il se dit qu'au final, ce qu'il a fait, c'est pas forcément si mal que ça, ce qu'il a fait la veille. Cette idée de se dire, au final, à la base, il avait créé une machine à un moment, il avait attendu qu'elle soit disponible, il l'avait configurée, et après, et c'est ce qu'il a fait la veille, il a un petit peu snapshot cette VM existante pour en faire une image et aller en créer une nouvelle à partir de ça. Il aime bien ce concept. C'est ce qu'il a fait la veille et il se dit pourquoi pas l'automatiser, après tout. Ça pourrait être sympa, plutôt que de le faire à la main. L'idée lui plaît bien. Donc il se lance là-dedans. Donc il se lance dans ces 4 étapes de dire je vais créer une VM, attendre qu'elle soit dispo, la configurer et enfin en faire une image. Et c'est cette image qu'il déploiera après. Il se dit, comment est-ce que je vais automatiser ça? Dans un premier temps, il se dit, chouette, j'ai déjà Puppet qui me fait la gestion de config, qui m'automatise des choses, c'est plutôt cool. Il envisage d'utiliser Puppet et il se rend vite compte que d'un point de vue paradigme, ça ne matche pas trop. Puppet est plus là pour configurer des instances déjà existantes, des choses sur le long terme. Là, lui, ce qu'il veut, au final, c'est 4 étapes one-shot pour aller créer une image. Et ça tombe bien parce que quand il faisait ses recherches sur la gestion de configuration, il est tombé sur quelque chose d'un peu similaire à Puppet qui s'appelait Ansible. Sauf qu'Ansible marchait sur un paradigme différent. Allait simplement se connecter en SSH à des machines pour les configurer. Ça lui paraît plus correspondre à ce qu'il veut. D'autant plus que Ansible a un super module qui permet d'aller parler aux API d'Amazon. Donc Ansible va pouvoir aller créer des VM sur EC2. Donc il abandonne Puppet. Il passe à Ansible. Alors forcément, du coup, pour la partie configuration, il doit réécrire ce qu'il avait fait avec Puppet sur Ansible.
Mais dans un bon esprit de craftsmanship, Maxime, il n'avait pas trop over-engineer son truc côté Puppet, il n'avait pas fait de la généricité à outrance, il avait quelque chose de plutôt simple et du coup facile à répliquer. Donc ce qu'il a fait avec Puppet, pour la définition de configuration des instances, il l'implémente côté Ansible. Et au passage, autour de ça, il fait toute la partie appel aux API de C2, d'Amazon, via Ansible, pour aller créer la VM, attendre qu'elle soit disponible, et à la fin, pour aller la transformer en image. Sauf que y a des fois, il y a des erreurs sur la configuration, parce qu'il est en train de tester ses trucs, il teste une config, mince, ça marche pas. Et là, Ansible, il fait quoi? Il s'arrête. Et du coup, pas de bol, il se retrouve avec une VM qui n'a rien à faire là, qui est un petit peu orpheline chez Amazon. Donc non seulement il la paye, en plus des fois il oublie de la supprimer, donc il continue de la payer, puis ça lui plaît pas trop. Il essaye de gérer ce cas-là avec Ansible, mais il se rend vite compte que vu que c'est déclaratif, il décrit un état, il décrit pas des conditions, des étapes, il galère vraiment à faire de la reprise d'erreur sur Ansible, à gérer est-ce que ça a échoué, je vais aller supprimer ma VM, etc. Il essaye, mais il trouve ça ultra pénible, quoi. Donc il retourne faire ses recherches et il tombe sur quelque chose qui s'appelle Packer. Packer qui semble un petit peu faire cette partie boilerplate, création de VM, etc. En plus, il aime bien Packer, c'est fait par HashiCorp, les mêmes qui font Terraform, qui l'utilisent d'ailleurs déjà à côté. Packer qui lui permet de faire quoi? Qui lui permet d'aller s'occuper du coup vraiment de ces étapes appel aux API d'Amazon et qui, au milieu, va aller appeler Ansible pour configurer les instances. Donc, il essaye, Packer, et il est plutôt content. Il a remplacé 200 lignes de YAML côté Ansible par 15 lignes de JSON côté Packer pour toute cette partie autour. Ça marche bien, il aime bien. Au final, il se retrouve avec Packer qui va créer sa VM, attendre qu'elle soit disponible, qui va lancer Ansible dessus pour la configurer, et à la fin, qui va aller s'occuper de snapshot son instance temporaire pour en faire une image. Et cette image, c'est ça qu'il va ensuite aller déployer. Il est content, c'est vraiment ce qu'il avait fait un petit peu à la main, sauf que là, il construit des images, et c'est ces images qui va se balader d'environnement en environnement. Il va essayer de ne pas faire muter ces images. Il les construit une fois, et après, elles restent telles quelles. Il fait au final de l'infrastructure immuable, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut retenir des expérimentations de Maxime? Qu'au final, construire des images immuables, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir la garantie que ce qu'on fera tourner en production, c'est ce qu'on a testé avant. L'idée, c'est évidemment de rien changer au runtime. Donc, tout changement impacte une reconstruction de l'image. Ça fait perdre un petit peu de temps sur la partie rebuild. Par contre, les déploiements sont plus rapides. On n'a plus à lancer, à configurer la VM, etc. On a juste à démarrer une machine à partir d'une image existante. Donc, c'est plus fiable, c'est plus rapide. Il est content, encore une fois. Il aime bien cette infrastructure immuable. Et là, c'est le moment où vous n'aurez plus droit à des jolis petits dessins. Maxime, il y a un vendredi 13 qui arrive. Il y a un vendredi 13 et Maxime, il n'a vraiment pas de bol ce jour-là. Le matin, il y a un petit problème, un client qui n'arrive pas à commander des pizzas. Il n'arrive pas à commander des pizzas et du coup, Maxime doit débugger un petit peu ça, voir ce qui se passe. Et de l'autre côté, l'après-midi, il y a le RSSI de Pizza Corp qui arrive dans le bureau de Maxime et qui lui dit « On a une demande juridique, ils ont besoin de savoir si tel IP a commandé des pizzas chez nous il y a 3 jours. » C'est super important, une super enquête à base de pizza, capitale. Donc Maxime commence à se connecter sur ses instances, regarder ses logs, et il se dit « Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là dans mes logs. J'ai l'impression qu'il en manque. » Parce que il avait ces images qui étaient immutables, il était content, il les déployait facilement, mais il les supprimait aussi quand il n'avait plus besoin de ces machines, histoire de ne pas de faire de la surcapacité, histoire de ne pas payer des VM qui ne sont pas utilisés. Il les supprimait et il supprimait tout ce qu'il y avait dessus, y compris les logs. Il se dit mince, là il commence un petit peu à stresser Maxime, il se dit non seulement je vais galérer à débugger parce que ça se trouve j'ai pas certains logs, mais en plus je suis incapable de répondre à certaines contraintes légales qui m'obligent à garder des logs d'accès. Il le sent pas trop, là. Il commence à réfléchir au sujet, à se dire faut vraiment que je résolve ça rapidement, qu'est-ce que je pourrais faire?
Il se dit, au final, j'aimerais bien que mes logs ne soient plus sur mes instances. J'aimerais bien qu'ils soient ailleurs. Donc il dit, pourquoi pas les envoyer vers une base de données, quelque part. Il réfléchit à la question, il se dit que une base de données relationnelle, peut-être pas quand même, parce qu'en plus ses logs, ils changent souvent de format, il n'a pas envie de bêter son schéma à chaque fois. En plus, il a plein d'applications qui loguent dans des formats divers et variés. Et en plus, il a entendu parler de quelque chose qui semble se prêter au sujet, qui est quelque chose de non structuré, plutôt orienté document, et qui s'appelle Elasticsearch. Et il se dit, c'est chouette, je pourrais stocker mes logs, moi, pourquoi pas les envoyer dans Elasticsearch. En plus, il trouve des choses déjà toutes faites qui le font, comme FluentD, FileBit, etc. Ou encore Logstash. Il commence à tester ça, ça lui plaît bien, donc il décide de le faire pour de vrai, d'avoir ça en prod. Et il réfléchit au sujet de Elasticsearch. Maxime, après tout, c'est pas un DBA à la base. Elasticsearch, il est capable de le monter, mais alors, comment configurer les détails du truc, comment le scaler, le maintenir, etc. C'est pas vraiment sa spécialité. Un petit peu comme c'était pas sa spécialité de gérer le hardware et les hyperviseurs. Donc encore une fois, il se dit, est-ce que je pourrais pas simplement déléguer ça? Ça tombe bien, Amazon vient de sortir un service d'Elasticsearch managé. Donc il n'attend pas, il va sur sa petite console, il crée son cluster Elasticsearch et c'est parti, il peut envoyer ses logs dedans. Il envoie ses logs dedans et en plus, bonus, il a un dashboard qui se plug dessus. Il y a un petit Kibana qui vient avec et qui va lui permettre d'envoyer le lien de ce dashboard à son RSSI pour lui dire la prochaine fois que tu veux savoir si quelqu'un a commandé des pizzas, tu feras la recherche toi-même. Comme ça, Maxime, il ne perd pas de temps à faire des choses, encore une fois, répétitives. Il est content. Ça lui plaît bien, voilà, tout ça. Il a plus ses logs sur ses instances, ils sont envoyés, et du coup, ces instances sont vraiment temporaires, sont plus des petits flocons de neige indispensables, il peut vraiment les supprimer n'importe quand sans perdre d'informations. Donc au final, la partie centralisation de log, c'est quelque chose quand même de très simple. La simple idée de ne pas stocker de choses sur les instances. De ne pas stocker de choses sur des instances, y compris les logs. C'est d'envoyer les logs, les indexer dans un endroit centralisé. Et en point bonus, donc on l'a vu, un dashboard, une recherche, plein de choses un petit peu sympas, et même des retention policy qui vont permettre, pour tout le côté contrainte légale, de s'assurer que certains logs seront supprimés après une certaine durée. Ça lui plaît bien, tout ça. Encore une fois, Maxime, il est plutôt tranquille. Il est plutôt tranquille sur son infrastructure. Il a automatisé plein de choses, il gagne du temps. Ça lui laisse du temps pour chercher comment faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Et un jour, il est tranquille. Et rebelote, quelqu'un débarque dans son bureau. Cette fois-ci, c'est Dave le dev. Dave qui vient le voir et qui lui dit « Ouais, Maxime, c'est super tout ce que tu as fait, on est content. Par contre, on a un petit problème quand même. » En fait, Pizza Corp commence à faire d'autres services. En plus de la livraison de pizza, ils font de la livraison de bière maintenant. C'est génial. Ils commencent à avoir certains services qui sont mutualisés et qui se parlent les uns les autres. Et Dave, en fait, le problème qu'il évoque à Maxime, c'est qu'il a besoin de ces services pour développer, lui. Donc Dave, il dit à Maxime, ouais, on a des nouveaux bureaux à Lille. Et moi, j'y vais tous les 2 jours. Mine de rien, aller-retour, ça fait quand même pas mal de temps de trajet. J'aimerais bien le mettre à profit, ce temps de trajet. Sauf que dans mon TGV, j'ai pas le net. J'ai pas le net et du coup, j'ai pas accès aux autres services qui tournent sur Amazon. Je peux pas bosser. Maxime trouve la requête plutôt légitime, effectivement, c'est dommage qu'il puisse pas bosser. Il va se pencher sur le sujet. Et en y réfléchissant, il se rend compte que en fait, c'est peut-être vraiment un plus gros problème que ça en a l'air. Parce que mine de rien, ce que c'est en train d'impliquer, c'est que si pendant une après-midi, il n'y a plus le net à l'étage du bureau de Pizza Corp, ça met tous les développeurs au chômage. C'est un petit peu problématique. Donc il commence à réfléchir à tout ça. Encore une fois, il aime bien réfléchir, se poser des questions sur comment est-ce qu'il pourrait améliorer les choses pour répondre aux besoins ici des développeurs. Il va encore une fois chercher du côté de ses meilleurs amis, HashiCorp. Il commence à bien les aimer.
Et il voit qu'ils font quelque chose qui s'appelle Vagrant. Vagrant qui permet d'avoir des petites machines virtuelles localement, d'automatiser un petit peu leur construction. En plus, il pourra réutiliser des choses avec Packer et Ansible. Il aime bien l'idée. Et puis, vu qu'avec Dave, il commence un petit peu de plus en plus à parler, il va se mettre dans leur bureau, commencer à discuter avec eux, à leur proposer ça et à challenger ça. Et là, Dave, il lui dit, ouais, ça a l'air pas mal ton truc, par contre, les VM, nous, on trouve ça un peu lourd, enfin, on a pas mal de services à faire tourner. Si on fait tourner une VM par service, ça va être un petit peu lourd sur nos pauvres Mac. Et là, Dave lui dit, d'ailleurs, on a commencé à tester quelque chose, nous. On a commencé à tester quelque chose qui s'appelle Docker. Ça avait l'air sympa, on s'est mis à essayer. Maxime, il en revient pas. Il se dit, tiens, d'habitude, c'est moi qui leur propose des outils, c'est moi qui leur propose des trucs. Marrant, pour une fois, c'est eux qui me proposent des choses. Et il est content, hein, il aime bien ça, cette idée qu'on lui fasse découvrir des choses. Donc, ni une ni deux, il s'intéresse à Docker, il va chercher un petit peu ce que ça fait. Il se rend compte que ça fait des conteneurs. Et il se dit, ouais, bof, quoi. Enfin, les conteneurs, lui, il a eu des cours dessus avant à l'école. De ce qu'il en a compris, BSD et Solaris faisaient déjà ça il y a belle lurette. Les conteneurs sur Linux, c'est pareil, ça existe depuis quand même quelques temps. Et pour lui, il ne voit pas spécialement l'intérêt. Oui, ça permet d'isoler des processus, mais ça n'a pas l'air aussi sécurisé que des VM. Il dit, ouais, ça a l'air un peu trop hype quand même. Il est un peu sceptique. Mais il se dit, s'il y a une telle hype, il y a probablement une raison. Donc il décide d'installer Docker et de commencer à jouer avec. Première chose qu'il remarque, il remarque que Docker possède une notion d'image. Exactement comme ce qu'il faisait sur EC2 avec ces images qui étaient construites avec Packer et Ansible. Mieux encore, Docker n'a pas seulement cette notion d'image qui lui est déjà familière, Docker possède quelque chose pour construire ces images, un Dockerfile, où il va décrire textuellement comment construire cette image. Et une commande Docker build qui va lui permettre de, à partir de cette description textuelle, aller créer l'image en question. Et ça lui rappelle exactement ce qu'il faisait. Au final, le Dockerfile n'est ni plus ni moins que ce qu'il faisait avec Ansible, en plus restrictif, en plus condensé. Et au lieu d'appeler Packer build, il appelle Docker build. Globalement, c'est somme toute similaire. Ça lui plaît bien que ça soit similaire, que ça soit très proche comme ça d'un point de vue concept. Par contre, il se dit c'est quoi l'intérêt, quoi. Enfin, pourquoi je changerais pour ça? C'est juste pour changer d'outil. L'intérêt, il est où? Donc il va en discuter avec Dave, et là Dave lui dit bah ouais, mais en fait nous on s'en sert surtout pour se partager des choses entre nous, pour aller construire des choses et les faire tourner, et les passer à l'autre développeur pour qu'il puisse les faire tourner. Maxime retourne à ses essais et il découvre le Docker Hub, un endroit qui permet de stocker des images et de se les partager, d'aller les envoyer, d'aller permettre que d'autres personnes les téléchargent. Globalement, quelque chose de plutôt sympa et que les développeurs ont l'air d'apprécier. Et il ne connaît pas trop, lui, d'équivalent pour ça, pour ces images de VM. Il aimerait bien, mais il n'a pas trouvé. Et il n'a pas spécialement envie d'aller créer un service à part de stockage d'images. Donc il se dit, Docker, ouais, pourquoi pas, après tout, si ça plaît aux développeurs, si ça leur facilite la vie, allez, banco, on est parti. En plus, il est content parce que les Dockerfiles, c'est les développeurs qui les écrivent. Donc lui, il a plus cette partie, vraiment sur toute la partie Ansible, cette connaissance de l'application à avoir. Il travaillait main dans la main avec eux pour tout ça, donc ça se passait bien. Mais je dis, si les développeurs prennent d'eux-mêmes l'initiative d'aller écrire ces Dockerfiles, c'est plutôt chouette. Lui, par contre, il décide de pas trop changer quand même ce qu'il fait, de rester sur EC2. C'est juste qu'au lieu de configurer dessus avec Ansible des services systemd qui servent l'application, il va configurer juste un petit conteneur Docker en auto-start. Donc il garde ses VM, il garde son EC2, il continue de construire ces images EC2 avec Packer et Ansible. C'est juste que quand ces images démarrent, elles vont lancer un conteneur Docker qui a préalablement été construit par les développeurs. Au final, du coup, Maxime, il vient de passer un petit peu sur la partie conteneur, et qu'est-ce qu'il en retient? Il en retient que, au final, c'est entre guillemets juste quelque chose qui fait de l'isolation de processus.
C'est des processus comme des autres qui sont juste isolés. Par contre, ce qu'il remarque, c'est que c'est quand même principalement Docker. Il y a des alternatives, mais quand il cherche des conteneurs sur Linux, des outils justement, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les outils qui lui facilitent la vie pour pas qu'il ait à faire les choses lui-même, il se rend compte que ces outils, il y a principalement quand même quasiment que Docker. En tout cas, c'est ce que tout le monde utilise. Et cet outillage, c'est vraiment pour lui ce qui fait la différence, pour toute la partie construction d'images et partage d'images. Ça lui plaît de ne pas avoir à faire tout ça, et ce qui lui plaît, c'est qu'en plus, il y a des API absolument partout pour tout ça. Il y a des API pour le hub, pour le registry, qui va aller stocker les images, il y a des API pour aller lancer les conteneurs vers un daemon local. Il aime bien, lui, qu'il y a des API, parce qu'il a vu avant avec Amazon que quand il y a des API, il y a des outils qui vont permettre de construire des choses encore plus abstraites par-dessus. Point bonus, c'est plus léger que des VM. Alors lui, il n'en tire pas grand usage, mais les développeurs, si. Ils lancent plein de conteneurs Docker sur leur poste, c'est plus léger pour eux que des VM. Vraiment, l'outillage le marque, il se dit, putain, c'est quand même cool, c'est quand même sympa. Et Maxime, il a tous ses conteneurs, il a tous ses services conteneurisés qui continuent de lancer dans ses VM. Et encore une fois, il prend le temps de se poser et de réfléchir à plein de questions existentielles. Pour réfléchir à ces questions existentielles, il va dans la cave de Pizza Corp prendre une bonne bouteille pour réfléchir. Et il se rend compte qu'il y a ces serveurs qui traînent ici. Bah oui, il avait bougé ses VM vers Amazon, mais il n'avait pas revendu les serveurs physiques. Il les avait gardés et relégués à la cave. Il les dépoussière et il se dit, ça serait quand même bien de les utiliser. Au final, là, moi j'ai de la puissance de calcul chez moi, mais qui sert à rien. J'aimerais bien la mettre à profit. Mais il n'a pas envie de revenir, de se recasser la tête à faire tout en bare metal comme avant. Il aime bien cette idée d'avoir des choses qui lui sont abstraites, qui lui sont automatisées. Donc il se dit, j'aimerais bien sur ces machines avoir la même chose que chez Amazon. Avoir quelque chose, une petite API comme EC2 qui me permette de créer des VM. Il recherche et il tombe sur quelque chose qui s'appelle OpenStack. Il ouvre la doc, il prend peur en voyant le premier diagramme de OpenStack, il se dit, oula, c'est pas pour moi. Il a 5 pauvres serveurs, ça lui fait quand même un petit peu peur tout ça, ça lui paraît quand même être un énorme truc pour juste créer des VM. Et puis surtout, ces VM, au final, il trouve qu'elles ont de moins en moins d'intérêt. Ces développeurs lui livrent des conteneurs, il fait tourner des conteneurs sur ces VM, il se dit, est-ce que je pourrais pas faire tourner directement ces conteneurs sur mes instances, sur mes machines bare metal de Pizza Corp. Je dis pourquoi pas, il n'y a rien qui m'en empêche, j'installe un OS dessus, puis je peux lancer des conteneurs. Par contre, se pose toujours la problématique de lui, il veut des API pour déployer ses conteneurs. Il veut des choses qui vont les placer sur ses machines et qui vont les gérer pour lui. Tout ça, il se rend vite compte, correspond à une notion qui s'appelle l'orchestration. Alors il fait plein de recherches dessus, il tombe sur plein d'orchestrateurs. Il y a une guerre qui vient d'avoir eu lieu, il voit plein de choses, il voit Nomad, en plus c'est fait par HashiCorp, ses copains. Il voit le mode Swarm de Docker, il voit Mesos et Marathon. Mesos, il se dit ça va être cool, en plus ça fait tourner Siri chez Apple, ça scale, c'est bien. Donc, il se dit aussi après tout qu'il n'en a pas forcément besoin parce que Pizza Corp, c'est pas Apple. Et enfin, il tombe sur quelque chose qui s'appelle Kubernetes et qui vient de Google. Il essaye tout ça. Et au fur et à mesure de ses expérimentations et surtout de ses recherches, il se rend compte qu'il y a une communauté beaucoup plus active sur la partie Kubernetes, que c'est quelque chose qui a beaucoup plus de traction. Un petit peu, au final, ça lui rappelle l'histoire de Docker. Il se dit, moi j'ai envie quand même de parier sur quelque chose qui a un avenir, où les gens vont continuer d'améliorer ça, et où je pourrais peut-être y prendre part aussi d'ailleurs. Donc Banco, il part sur Kubernetes. Il le met sur ses serveurs physiques, il se fait un petit cluster qui lui permet d'avoir des API pour déployer ses conteneurs dessus. Il est super content. Par contre, il a répondu à un de ses besoins, à la base, qui était avoir une API pour déployer automatiquement on-prem chez moi sur mes serveurs bare metal. Mais il y a un deuxième besoin qu'il avait à la base, qui était, il voulait la même API que ces deux. Et il n'a pas la même API. Il a toujours deux manières de déployer distinctes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses VM, il se dit j'ai qu'à mettre du Kubernetes par-dessus, il met un cluster Kubernetes dans ses VM, et du coup il a un petit peu deux cycles de vie séparés. Une première partie qui consiste à déployer des VM sur EC2 avec un cluster Kubernetes dessus, et ensuite c'est ça qui lui permettra de livrer ses applications, ses conteneurs, via l'API de Kubernetes qui les dispatchera sur ses VM chez Amazon. Et il a exactement la même API chez lui
sur ses serveurs physiques. Donc c'est génial, il peut déployer des choses chez lui comme chez Amazon avec la même API. Il est content, ça marche bien. Au bout d'un moment, il se fait vite la réflexion que je suis un peu en train d'empiler les couches quand même. J'aimerais bien, moi, que Amazon m'abstrait encore plus de choses. Et ça tombe bien, puisqu'il y a plein de fournisseurs de cloud qui commencent à proposer du Kubernetes as a service. Donc au final, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte qu'il y a un service chez Amazon qui fait ça. Il prend un cluster Kubernetes, et au lieu de taper sur l'API qu'il déployait lui sur son cluster Kubernetes sur EC2, eh ben, il va faire appel directement au Kubernetes managé et géré par AWS. Il supprime ses instances, elles ne lui servent plus à rien. Ça lui fait un petit peu mal au cœur de mettre à la poubelle tout ce qui est Packer et Ansible, mais il est content au final, parce que même si ça lui fait mal au cœur, c'est des choses qu'il n'aura plus à gérer. C'est chouette. En plus, Kubernetes, sur la partie déploiement, ça gère les choses de la même manière. C'est la description textuelle avec des outils qui vont aller comprendre tout ça et déployer ce qui est nécessaire. Sur l'orchestration, Maxime, qu'est-ce qu'il retient? Qu'au final, c'est quelque chose qui va lui permettre de gérer des ressources sur plusieurs machines, qui va lui permettre d'aller déployer des choses dessus, d'aller les dispatcher, d'aller allouer des ressources à des tâches qui sont en l'occurrence les conteneurs. En plus, ça va les reschedule en cas de problème. Point bonus, il a des API par-dessus ça, c'est ce qu'il voulait, lui, pouvoir automatiser plein de choses. Et le côté plutôt open source, ça lui plaît, parce que c'est ce qui fait qu'il peut mettre ça chez lui, et chez Amazon, et chez un autre provider, chez Google, chez ailleurs. Il gagne en résilience, ça marche chez lui, ça lui plaît bien. Donc Maxime, il est plutôt content. Et maintenant, il y a plein de choses dont j'aurais aimé vous parler, mais vient le temps de la conclusion. Une infrastructure moderne, qu'est-ce que c'est? Ça peut aussi bien être basé sur des VM que sur des conteneurs. Mais dans tous les cas, ayez quelque chose d'immuable. Si vous faites des VM, construisez des images, faites de l'infrastructure immuable avec vos VM. Que ça soit on-prem, que ça soit dans le cloud, peu importe. Deuxième option, si vous faites des conteneurs, vous ne passerez forcément pas à côté de l'orchestration. Mais c'est quelque chose de génial, ça va vous apprendre plein d'autres choses. La gestion du network, la gestion des volumes, vous aurez toujours des choses qui vont gérer le storage derrière, mais ça va vous rajouter des couches d'abstraction qui vont vous faciliter la vie. Une infrastructure moderne, c'est une infrastructure automatisée, de A à Z. La création de l'infrastructure, elle est automatisée. La configuration de tout ça, elle est automatisée. Tout doit être stocké dans Git, et vous devez tout pouvoir recréer en une commande. C'est l'idée, d'avoir autant d'outils, autant de descriptions textuelles. C'est dire, le jour où je détruis tout, je peux tout recréer en une commande. Ça ne mettra peut-être pas 2 minutes à se runner le temps de tout recréer, mais ça doit marcher. Et en plus, vu que c'est tout automatisé, que tout est décrit dans du Git, on peut commencer à brancher encore des choses qui vont lancer automatiquement ces choses automatisées, donc intégration continue, du déploiement continu, etc. Une infrastructure moderne, c'est aussi une infrastructure qui est observable. On a vu la partie logging centralisée. Je ne vous ai pas parlé de la partie métrique, mais ça va de soi. Alors, pas seulement des métriques techniques, c'est super d'avoir des métriques sur le remplissage de ces disques. Par contre, est-ce que c'est vraiment ce qui importe au business? Pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des métriques justement sur le business et d'alerter sur ces métriques-là. Savoir qu'un disque est plein, c'est pas forcément un problème. Savoir que le taux de commande par 5 minutes vient de chuter drastiquement, ça l'est. Et enfin, une infrastructure moderne, c'est une infrastructure avec de l'outillage intelligent, avec des services intelligents. Il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé, dont j'aurais aimé vous parler. Mais vous voyez, je suis déjà juste niveau temps. Si je vous avais parlé de tout ce que je voulais, il y en aurait eu pour 3 heures. On n'a pas trop parlé de la partie CI/CD, mais vu qu'on a des outils pour tout, on peut brancher tout ça sur Git et avoir du déploiement continu et de l'intégration continue même qui va tester toute notre infrastructure. Je vais parler de tous les avantages de sécurité que ça apporte. Le fait d'avoir tout centralisé comme ça vous permet de faire du scan de vulnérabilité, par exemple, garanti, vu que tout passera par cette automatisation. Ça va vous permettre de faire de la signature, d'avoir des choses un petit peu end-to-end. Il y a plein de choses dont j'aurais aimé vous parler, dans des choses un petit peu plus à jour, entre guillemets, des problèmes qui se posent encore. Par exemple, toute la partie application stateful distribuée. Là, je vous ai parlé de Pizza Corp et ces petits services qui déléguaient tout son état à Amazon. C'est cool. Par contre, comment est-ce que je vais distribuer et je vais gérer automatiquement une base de données distribuée, une message queue distribuée? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Ça, c'est des vraies problématiques qui se posent et qui sont super intéressantes à résoudre. Je serais ravi d'en parler si vous voulez. Je ne vais pas parler de toute la partie network, service mesh notamment, on en entend beaucoup parler, tout ce qui est service discovery, load balancer intelligent. Vous avez des API partout, vous pouvez brancher vos load balancers sur ces API.
Je ne vais pas parler de toute la partie function as a service. On descend encore un cran. Avant, on déployait des serveurs physiques. Ensuite, on déployait des VM. Ensuite, des conteneurs. Maintenant, le souci, c'est de même plus se soucier de ça. Et c'est déployer des bouts de code. Dire à un provider, quand il y a un call qui est fait à un endroit, va me lancer ce bout de code. L'avantage, c'est que si on a 0 appel, on paye 0 centime. Je ne suis pas rentré dans le débat, entre guillemets, Kubernetes contre tout ce qui sera PaaS, plateforme as a service. Ça se branche et ça fait tout pour vous, c'est génial. Contre la partie FaaS, si c'est des choses qui vous intéressent, il y a un super talk qui a eu lieu sur le sujet il y a quelques jours au Capitole du Libre. Vous avez un des speakers dans la salle, à vous de le trouver. Je ne vais pas parler de tous les patterns de déploiement, parce qu'on vous met des API pour déployer tout ce qui sera Blue Green Deployment, Canary Release, Rolling Upgrade, etc. C'est des choses que ça va vous permettre. Je ne vais pas parler de Chaos Engineering et je ne vais pas parler non plus de la partie un peu plus organisationnelle. Il y a des choses là-dedans, c'est volontaire. À la base, je voulais vous parler de service mesh et de serverless, et au final, il y en a qui le feront pour moi. Vous avez plein de slots super cool sur cette Beacon. À 15h10, vous avez un slot de Diana et de Sunny Trickwar de JCDecaux qui vont vous parler de comment est-ce qu'ils gèrent le lock et l'unlock des vlib avec du Go dans des lambda sur Amazon. Vous avez un slot sur Kotlin dans des lambda fait par Benjamin et Paul Guillaume à 16h20. Vous avez même un hands-on si vous voulez vous-même vous mettre à tout ce qui est function as a service à base de livraison de drones dans des Google Cloud Functions qui sont par Antoine et Jean-Baptiste. Et sur la partie service mesh, vous avez un très cher collègue qui s'appelle Sergio, qui va vous faire un talk que je n'ai pas vu, mais qui, j'ai aucun doute, sera absolument excellent, sur justement dédié à tout ce qui est service mesh. Et le truc chouette, c'est que dans le planning, c'est plutôt bien dispatché. À vous de voir si vous voulez faire le hands-on ou pas, mais vous pouvez assister à tous ces slots-là, si vous le voulez. Il n'y a pas de favoritisme, hein, c'est juste dans le thème du talk, tous les autres sont chouettes aussi. Et enfin, je voudrais conclure sur ces mots de Kelsey Hightower, des personnes à la base de Kubernetes qui bossent chez Google. Vous en avez très probablement entendu parler si vous êtes là. La problématique aujourd'hui, c'est pas de débattre sur est-ce qu'on va faire du container as a service, du function as a service, du platform as a service, ce qu'on va faire. Essentiellement, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est s'abstraire des choses qu'on ne veut pas gérer. On est en 2018, on va s'abstraire de plus en plus de choses. Au même titre que vous ne vous souciez plus de comment est produite votre électricité, on ne se souciera plus de comment tournent nos applications, de plus en plus. L'idée, c'est de travailler sur des choses qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont une vraie valeur business, et de ne pas perdre de temps sur des choses qui, au final, ne seront que des commodités et seront fournies comme des services. Merci.